Et la liane casse pour la première fois, pour le gorille. Les gorilles dans la forêt mexicaine, il n'y en a pas des masses, je peux te dire. C'est un personnage très maladroit à chaque fois et il porte ce clown de la maladresse et c'est absolument génial. Oui, il paraît qu'il y a une séquence chez Sabatier, mais une séquence où effectivement ils avaient saboté la chaise de Pierre Richard. Tombe en direct devant le public. Voilà. Bah, vous voyez, tout va très bien. Et ben voilà, comble de malchance, la chaise qui était sabotée pour le coup n'a pas pété. La chaise était censée se casser, elle s'est pas cassée, on a raté notre coup. Il y a le trio Bourvil, De Funès, Houry, et il y a le trio Pierre Richard, Depardieu, Weber. D'ailleurs, c'est sur l'affiche de la chèvre qu'on voit cet hommage à l'affiche de La Grande Vadrouille. Depardieu est quand même prodigieux dans ses regards, dans ce côté. Il est magnifique, c'est un acteur. Alors j'ai connu un génie, moi. L'autre n'existe que dans le regard de Depardieu, et c'est là où il est le plus drôle, parce que comme nous, on sait tous, le spectateur, que Pierre Richard, ils sont en train de le prendre pour un con, le regard que Depardieu pose sur Pierre Richard, c'est le regard du spectateur. C'est très joli de voir la tendresse qui va naître en plus entre les deux personnages que tout oppose, qui viennent de mondes complètement différents. Quand il dit à l'hôpital... Prenez bien soin de lui, je vous en prie. C'est tout en finesse, c'est tout... Voilà, c'est très délicat. Weber est un dialoguiste génial, mais c'est pourtant une scène sans parole, moi, qui, dans La Chèvre, m'a marqué le plus. C'est cette scène de fin où on croit que l'histoire est bouclée, qui ne retrouveront pas la petite bête. C'est bien si... Depardieu, en fait, à ce moment-là, a compris ce qui se passait. C'était l'esprit de raison. Et Pierre Richard, c'était l'esprit de fantaisie, d'imaginaire, d'irréel, etc. Et le ponton va se détacher. Et Depardieu voit ça, et tout à coup, il se rend compte, à ce moment-là, que tous les objets ne sont pas soit cubiques, soit ronds. Il y a des objets qui sont plus informes que ça. Et ça se voit dans son regard. Dans le regard de Depardieu, on comprend que il a réussi ce con. Il a retrouvé la petite bête. Cette musique de Cosma sublime, tellement joyeuse et mélancolique. Francis Weber me faisait confiance dans le jouet et tout ça. On n'avait pas beaucoup de problèmes concernant la musique et beaucoup de discussions. C'est-à-dire que je lui proposais des choses qui étaient acceptées sans beaucoup de discussions. Quand le personnage qui a kidnappé la petite Benz apparaît, Arbal, il m'a dit, tu comprends, il faudrait faire peut-être 2-3 petites notes comme ça qui vont signaler le personnage. Puisque c'est une comédie policière, il y a il avait le sens de ça. Pierre, c'est un comique qui est en même temps un séducteur. On a eu cet énorme succès qui était Le Grand Blond avec une chaussure noire où c'était devenu une énorme vedette et ma musique avait eu un énorme succès. Zamfir, alors là, c'était surtout qu'il avait trouvé Zamfir avec sa flûte de Pan. Il trouvait comme ça des mélodies ou même des instruments qui me correspondaient. J'ai travaillé pour le premier film de Pierre Richard, Le Distrait, où c'est effectivement basé sur un instrument, une couleur, un petit sax sopranino qui est un instrument surtout utilisé par les clowns dans le cirque. Vladimir avait compris mon personnage, qui trouvait toujours la musique qui était l'idéal pour me mettre le film en valeur, mais même moi. Pierre Richard a apporté quelque chose de nouveau dans la comédie française déjà par sa tête, par son visage, par sa manière de bouger dont je vous ai parlé avant, par le fait que c'est un personnage qu'on n'avait pas du tout de la même façon avec les autres acteurs. Et quoi qu'il soit, le scénario, l'acteur qui le joue a une influence très importante. Les musiques que j'ai faites pour Belmondo n'ont rien à voir avec les musiques que j'ai faites pour Pierre Richard. Et puis par la suite, j'ai collaboré avec lui, mais sans lui, puisque j'ai fait la musique des films de Francis Weber, La Chèvre. La Chèvre sort en décembre 81. C'est un triomphe. Le film fait 7 millions d'entrées. Et d'un seul coup, c'est la naissance d'un duo, d'un binôme. C'est le premier buddy movie des années 80. Et je me souviens d'une chose qui m'a frappé, c'est quand les dossiers d'écran m'ont demandé de venir, alors qu'on passait surtout des films très sérieux. Et tout à coup, on passait ma comédie avec Pierre et Gérard. Ça m'a vraiment fait plaisir. On a d'un seul coup un duo Pierre Richard, Gérard Depardieu qui casse la baraque et qui s'inscrit dans la lignée des Laurel et Hardy, des Poiret-Serrault, des Bourvil de Funès. Il y avait un problème qui s'est posé, pas pour moi, mais sur La Chèvre, c'est qu'effectivement, avec un succès pareil, on s'étonnait que je ne fasse pas la suite de La Chèvre.
D'abord, je trouve pas qu'il faille faire une suite, j'en ai fait 2, elles étaient mauvaises. Francis Weber écrit un scénario sur mesure pour son duo qui s'appelle donc Les Compères. Donc c'est l'histoire d'une mère de famille dont le fils a fait une fugue et pour essayer de le retrouver, elle fait appel à ces 2 amours de jeunesse que sont Pierre Richard et Gérard Depardieu en leur faisant croire qu'ils sont chacun individuellement le père de ce jeune garçon Tristan qui est joué par Stéphane Bierry. Quand je fais Les Compères, je suis au conservatoire et normalement, c'est pas toujours très facile de se libérer. Mais moi, j'ai eu de la chance parce que mon professeur, à ce moment-là, au moment où je fais le casting des Compères, c'est un certain Michel Bouquet. Voilà, je demande un congé, on me demandait un congé à l'époque. Et il me dit, mais bien sûr, ce qui est génial de la part d'un acteur comme Bouquet, de dire, il me dit, vous allez plus apprendre avec Francis Weber qu'avec moi au conservatoire. 330 premières. Partez! J'étais en concurrence avec le fils de Francis, avec Jean Weber, et Francis me l'a raconté après. Donc moi, je ne sais pas au moment où je fais le casting que je suis en concurrence avec le fils de Francis Weber. Et Francis me raconte l'histoire et me dit, voilà, je pouvais pas trancher entre toi et Jean. Donc j'ai fait une projection des essais à des gens sans leur dire qu'il y avait mon fils dedans. Et je trouve ça vachement classe de la part de Francis. C'est-à-dire, voilà, il y en aurait plus d'un qui aurait mis direct son fils, quoi. Réponds seulement à une question. Qui est le père de cet enfant? Ton mari, Pignon ou moi? Je vous ai connus au même moment, tous les 3. Alors c'est peut-être toi le père, c'est peut-être Paul, c'est peut-être Pignon, mais on verra ça plus tard. Je vous en supplie, ramenez-moi mon fils. Michel Aumont arrive derrière en disant... Comment ça, tu sais pas qui est le père? Moi, qui me liquéfie au téléphone. Ben c'est un personnage, oui, effectivement, un personnage de femme qui est c'est peut-être dans la lignée de Weber, c'est un mec, en fait, moralement. Je regrette de pas être un homme pour vous casser la gueule. On m'a souvent fait le reproche de ne pas écrire pour les femmes. Je ne veux pas ridiculiser une femme dans le comique, moi. Je peux pas imaginer une femme s'enfonçant dans les sables mouvants. Je veux pas une femme qui tombe par terre. Alors je préférais faire ce qu'on appelle en anglais des buddy stories, c'est-à-dire des histoires d'amitié. D'où tous les rôles que j'ai fait avec 2 hommes. Pignon. Lucas, ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Le premier Pignon, c'est Jacques Brel. Et puis tout à coup, bon, j'ai commencé à utiliser le nom Pignon dans tous mes films. C'est vrai que ça doit être dur de s'appeler François Pignon quand même. J'ai reçu une lettre un jour d'un monsieur qui disait « On a commencé à me traiter d'emmerdeur avec Brel, on me traite de con avec Villeray, et on m'a traité entre-temps de PD à cause du placard. » Arrêtez, s'il vous plaît. Je vous en supplie, arrêtez. Il a mis son portable, son numéro de portable. Et pour un auteur appeler son héros, essaye d'imaginer Sherlock Holmes étant appelé par Conan Doyle, tu vois. Allô, ici Conan Doyle, ça va Sherlock Holmes? Ou Ian Fleming appelant James Bond. Et moi j'appelle Pignon. Alors ça fait, je dis que c'est complètement schizophrène. Je fais le numéro du mec, j'appelle et je dis François Pignon. Il dit oui. Francis Weber. Il me dit salaud. Et là j'ai commencé à le catéchiser en disant enfin Pignon est gentil. Il dit oui, mais on s'arrête pas de se foutre de ma gueule. Je dis mais non. Il a fini par pacifier et je l'ai invité dans mes premières ensuite.